Dans cette vidéo, je reçois Guillaume Zaracas, photographe spécialisé dans le sport et le mariage. On va discuter de ces deux disciplines de prédilection, de la difficulté à se construire un portfolio. On parlera aussi de shooter pour une équipe de basket en Division 1. En passant par ce qui fait justement une bonne photo, tu repartiras avec plein d'infos sur le sport, mais aussi sur le mariage. C'est parti pour mon entretien avec Guillaume, mais il commence juste après ça. Alors j'ai avec moi Guillaume Zaracas, photographe de sport et de mariage, qui va nous parler justement aujourd'hui de ses deux grandes passions en photo, à savoir le sport et évidemment le mariage. Comment ça va? Très bien, ravi d'être ici. Ah bah écoute, ça fait plaisir. En tout cas, tu inaugures le nouveau set. Voilà, on ne filme plus dans dans la cuisine, salon, etc. On filme dans la petite pièce où on tourne les vidéos YouTube. Donc voilà. Et alors, je te propose qu'on commence en fait par des petites questions pour un petit peu apprendre à te connaître. Et donc, si tu devais utiliser en fait 3 mots pour définir ton style en termes de photographe, que ce soit photographe de sport ou photographe de mariage. Je dirais l'aspect reportage sur une rencontre sportive ou une course sportive, on sait difficilement faire autrement. Donc c'est du spontané. La scène se passe devant moi et je cherche le meilleur moyen de capter ces grands moments. Et dans les mariages, c'est l'approche que j'ai également. J'essaie de me faire très discret, de ne pas intervenir sur le déroulement. La scène se passe et c'est à moi, de façon créative, à en capter l'essence même. Donc je dirais premièrement reportage, un côté aussi fort naturel. Il y a plein de styles photographiques différents. Moi je sais que les photos qu'on va voir, elles vont être assez fidèles par rapport aux couleurs, à la lumière du jour, etc. Donc assez chaleureux. C'est ce que je dis toujours aux clients. Voilà, attendez-vous à des teintes légèrement plus chaudes. Et pour le reste, ce sera quelque chose de très très naturel. Alors, tu utilises quoi justement comme matériel photo? Donc comme marque d'appareil, Oui, etc. Canon depuis toujours, sans avoir spécialement réfléchi à ça au point de départ, mais après en étant lancé dans une marque. En termes de boîtier, je suis passé il y a maintenant un peu plus d'un an au boîtier hybride. Donc là, j'ai un R5 et un R6. Et voilà, divers objectifs, énormément de focales fixes, même si, bon voilà, pour le sport évidemment, un 70-200 c'est inévitable. Voilà un petit peu. Alors, tu sais que le R5 Mark II, normalement, va bientôt sortir. Ah, n'arrête pas hein, pour le moment, Ouais. ça sort dans Et tous les faut, sens. faut toujours, Oui, non, après la 8K, je sais pas ce qu'ils vont faire, en fait de la 16K, la 32K, j'en sais rien. Enfin, de la folie. Et alors justement, tu parlais que donc, tu travailles principalement en focale fixe, sauf le 70-200. Ce serait quoi si tu devais avoir ton objectif préféré? Je partirais sur le 35 mm, qui est un petit peu passe-partout. Alors évidemment, en sport, il n'est pas adapté à tous les sports, à toutes les pratiques, parce que voilà, on a des emplacements assez définis et limités. Mais voilà, si on doit aborder les deux thèmes, dans mon mariage, je sais bien que je vais avoir énormément de photos prises au 35 mm. J'aime bien qu'on voit quand même l'ensemble de la scène, qu'on puisse revivre le décor, le cadre, le monde qui est autour de soi. Et dans le sport, l'air de rien, voilà, je fais essentiellement du basket. Je suis à certains moments sous l'anneau. Donc mon 70-200, il va m'empêcher de capter pas mal de moments. Donc voilà, évidemment un 24-105 ou quelque chose de plus polyvalent pourrait être très très pratique. Mais je pense que l'objectif qui est le plus souvent sur mon boîtier, si je devais sortir les statistiques Lightroom des fichiers pris, c'est le 35 mm qui serait en tête de liste. Et tu l'as déjà quand même utilisé en sport aussi. Oui, oui, Ouais, donc c'est quand bien même... sûr. c'est ça, quand tu disais sous l'anneau, etc., effectivement, ça permet d'avoir une belle perspective aussi. Oui, c'est ça. Généralement, sur un événement sportif, deux boîtiers, le 70-200 sur un, le 35 sur l'autre, et je ne change quasiment pas sur tous les événements. Ok, alors parlons justement un petit peu de mariage pour cette question-ci. Ce serait quoi ton client idéal justement en mariage? Après, si tu veux parler de ton client idéal dans le sport, tu peux aussi, hein. C'est compliqué. En mariage, je dirais déjà quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la photo dans son mariage, pas qui a pris un photographe parce qu'il en faut, hein, parce que ça fera des souvenirs. Voilà, qu'on sente que on a été choisi pour les bonnes raisons. Quelqu'un qui va s'impliquer, comme je le disais, approche reportage. Donc, je ne veux pas imposer des choses aux gens, demander des mises en place quelconques. Mais voilà, à force, je donne des petits conseils. Je pense vraiment au niveau des préparatifs, c'est l'un des moments du mariage
où j'ai un peu plus d'attente que je communique au préalable lors des rendez-vous, que les gens soient sensibles au fait qu'on ait besoin d'un minimum d'espace, d'une certaine lumière, etc. Et donc, j'encourage pas mal les gens à essayer de s'organiser dans leur maison ou autre, mais pour trouver un endroit qui soit assez sobre, assez épuré et lumineux. Et on voit tout de suite ceux qui ont envie d'aller dans notre direction et de suivre un petit peu ces directives. Donc voilà, je dirais plutôt ça, les clients qui ont pris le temps de découvrir le portfolio, de bien se dire, OK, c'est le photographe qu'il me faut, pas parce qu'il a fait les photos de mon ami ou parce que hop, c'est juste dans mon budget. Mais voilà, j'essaye lors des rendez-vous et maintenant via mon site où j'ai mis un petit peu plus d'écrits, de description de mon fonctionnement, euh, de leur permettre d'identifier est-ce que je suis le photographe qu'il leur faut ou non. C'est vrai que je trouve, pour rebondir sur ce que tu dis, par rapport aux préparatifs, c'est quand même un moment où on a toujours peur quand on arrive pour la première fois au lieu de préparatif en disant on va tomber sur quoi. Ouais. Parce que le lieu, on peut toujours aller sur Google et on sait que les lieux de mariage, ils sont quand même généralement assez jolis, où il y a des cérémonies, etc. C'est toujours préparé. Mais quand on arrive dans une petite chambre toute sombre où le truc est totalement en bordel, etc., c'est jamais l'idéal, hein. Ah oui, non, c'est certain. Bon, quelques anecdotes, c'est l'expérience qui fait que j'ai vécu des situations où je me dis, tiens, comment je vais sortir quelque chose de potable de ces préparatifs, parce que il y avait des éléments juste derrière la mariée et le marié qui étaient inévitables, qui arrivaient dans le cadre et qui venaient, à mes yeux, gâcher toute la composition. Donc voilà, on apprend de ces petites expériences et on essaye de diriger les gens au maximum. Mais c'est chouette aussi ce que tu disais par rapport justement au guide que tu pouvais avoir. Enfin, je sais pas si tu envoies des guides, enfin, tu dis que tu communiques beaucoup. Je sais pas si tu le mets sous forme de guide ou si tu le mets dans des emails, conseils, etc. Mais je trouve ça bien en fait que le photographe, justement, comme nous, on a fait beaucoup plus de mariages normalement que le couple, voilà, qu'on soit là aussi pour justement accompagner, écouter et un petit peu réajuster ce. Il y a des petites choses qu'ils peuvent faire qui vont au final faire que les photos seront nettement meilleures et que ce soit préparé, etc. Je trouve que c'est bien et c'est bien que le photographe justement le communique parce que tout le monde ne le fait pas. Donc du coup, voilà, moi ça je trouvais que c'était un truc chouette que je voulais évidemment voilà, rebondir justement par rapport à ça. Je te propose en fait qu'on parle un petit peu de ton parcours et qu'on divise un petit peu l'épisode en deux parties. D'abord une partie sur le sport et puis ensuite on reviendra justement sur le mariage, comme on a déjà beaucoup parlé mariage justement sur le podcast donc, et dans l'intro. Ce serait quoi en fait c'est quoi ton parcours par rapport à la photo? Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as eu un boîtier un petit peu plus professionnel en main ou est-ce que tu te rappelles justement de tes débuts et comment est-ce que tu es arrivé justement à avoir une partie de ta vie qui est consacrée à la photo de mariage et à la photo de sport? Ouais. Ouais, il y avait un intérêt pour le sport qui est là depuis toujours, qui m'intriguait. Le point de départ dans la photo, c'est de me dire, tiens, j'ai vécu, par exemple, au collège, de chouettes voyages, mais j'ai aucun souvenir en image de tout ça, ou alors des choses de très mauvaise qualité. Et allez, je vais au moins pouvoir, point de départ, garder des souvenirs papier imprimés de photos de ces moments qui arriveront tout au long de ma vie. Et voilà, j'ai très vite pris goût à la photo. Je suis passé sur un boîtier réflexe pour ouvrir un petit peu mes possibilités, pouvoir apprendre de façon autodidacte, faire mes essais-erreurs. Et c'est vers le sport que je me suis dirigé pour faire ces petits tests-là. Donc mon premier réflexe, c'était en 2015. Et voilà, c'était un cadeau que je m'étais fait à moi-même pour mes 21 ans. Et je me souviens que ça coïncidait avec le passage du Tour de France en Belgique. Et donc, premier test du boîtier, c'était dans le mur de Oui, avec le passage du Tour de France. Et voilà, il y avait un côté très excitant, découvrir le matériel, etc. Et par chance, pas pour les coureurs, mais pour moi, il y avait eu des chutes, plein de petits rebondissements, etc. Et j'ai une photo qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment marqué et qui donne un peu la direction que j'essaie de trouver dans mes photos de sport. C'est qu'on puisse lire sur le visage du sportif
l'émotion, ce qu'il ressent, s'il souffre, s'il est heureux. Et là, il y avait un cycliste bien amoché qui avait pris une fameuse chute, le maillot tout arraché. Bah voilà, je reprends, je la publie et je me dis, tiens, chouette, ce nouveau boîtier, ben, il fait des choses sympas. J'apprécie déjà la qualité, la réactivité de l'autofocus. Et, et je la poste et le coureur reprend la photo, se dit, il l'utilise pour un peu communiquer sur comment s'est passé sa journée. Et je me dis, tiens, des photographes le long du parcours, il y en avait des dizaines, des centaines, et c'est cette photo-là qu'il a reprise. Donc c'est que pour elle, elle avait du sens aussi. Et voilà, le goût du sport, il est venu au travers de cette photo également. Puis le basket, c'est parce que c'est le sport que j'étais amené à suivre le plus souvent. J'ai eu un petit moment journaliste sportif également, et donc je me suis retrouvé très souvent au bord des terrains de basket pour écrire des articles. Et puis je me suis dit, tiens, on va faire les choses jusqu'au bout, je vais écrire l'article, mais je vais aussi l'illustrer. Et donc, ça m'a donné d'autres possibilités de développer la photo de sport. Et puis voilà, une chose entraînant l'autre. J'ai eu la possibilité de travailler de façon plus récurrente dans le basket. Et c'est ce qui a fait que la photo de sport occupe une partie de mon temps maintenant. Donc je dirais, voilà, un intérêt au départ, parce qu'un des conseils qu'on va ressortir le plus souvent pour la photo de sport, c'est connais le sport que tu photographies pour pouvoir anticiper un maximum de choses, un maximum de mouvements. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond parfaitement à ma question, mais je vais revenir sur plusieurs choses justement dans ce que tu as dit. La première, quand tu disais que tu as justement publié cette photo, Oui. Donc on était en 2015. On publiait comment les photos en 2015? En fait, c'était déjà sur Instagram ou tu avais un Flickr? Moi, il y avait la mode aussi comme ça du Flickr, il y Ouais. avait le Tumblr aussi par rapport aux photos. Je sais pas, t'étais sur quoi en fait à cette époque? Je ne me suis pas trop dirigé vers toutes ces plateformes de posts de photos. C'était un truc bateau. J'avais une page Facebook que je venais de lancer il y a vraiment, vraiment très, très peu de temps, puisque premier boîtier. Donc, c'est une des premières photos qu'il y a sur cette page Facebook, si on revient à ses tout débuts. Et voilà, j'identifie le coureur comme je le ferais maintenant sur Instagram. Et voilà, le hasard a fait que c'est parvenu jusqu'à lui, parce que c'est parfois une étape qui manque. Et voilà, cette photo, je la ressors assez régulièrement. J'ai fait la grosse erreur à mes débuts de ne pas conserver grand-chose. Voilà, au niveau de ma retouche, l'utilisation de Lightroom et autres, j'ai fait des gros progrès. Je me dis, tiens, si j'avais gardé des photos d'il y a 7-8 ans, peut-être qu'au niveau de l'œil, j'avais déjà pensé à une belle composition, j'avais peut-être déjà des bons réglages, mais que la retouche que j'avais à l'époque et avec les possibilités qu'on avait et toute l'évolution qu'il y a eu maintenant sur ce type de programme, je pourrais encore l'embellir et que mon style, en tout cas dans la retouche, se ressente, alors qu'à l'époque, j'en avais pas spécialement un. Voilà, je chipotais un petit peu aux différentes jauges pour voir ce que ça donnait. Donc ça, c'est une petite erreur. Donc si je devais la ressortir maintenant, c'est pas un fichier de très bonne qualité. C'est un petit JPEG que j'ai peut-être bien retéléchargé de ma page Facebook ou quelque chose comme ça, parce que le fichier original, c'est perdu. Mais voilà, il y avait cette satisfaction-là. Et honnêtement, la photo, je l'ai ressortie à plusieurs reprises. Il y avait eu les Canon Days, et on pouvait proposer des photos dans différents thèmes. Hop, j'avais envoyé une photo de sport. Elle avait été exposée à Bruxelles. Donc voilà, c'est de petites satisfactions à certains moments. Ça, c'est génial de se dire, je trouve, que comme tu l'as bien dit, il y avait des centaines de photographes qui étaient là, dont c'est le métier au final de prendre, de capturer les moments, etc. Mais c'est ta photo à toi qui était en train de commencer avec ton premier boîtier un petit peu plus pro, etc. Qui au final, voilà, c'est toi qui as réussi à capter le bon moment, la bonne émotion, la belle chose au final, et qui fait que ta photo a été mise en avant. Oui. Après, il y a plein de conditions qui font que les photographes des agences de presse, ils sont là pour prendre les photos des vainqueurs, des leaders, du maillot jaune, etc. Et lui, c'était un équipier qui est arrivé en toute fin de course un petit peu tout seul. Mais vraiment, au niveau de l'expression, le tatouage qui apparaît entre les lambeaux de maillot, etc. Il y a eu toutes sortes de conditions qui ont fait que peut-être c'était la seule photo que lui a pu obtenir de lui dans ce mur de Wii cette année-là. Je vais revenir sur ce que tu as dit aussi par rapport justement aux retouches, etc. Moi, j'ai mis quand même un peu de temps à trouver mon style et tout ça. Je savais vers quoi je voulais aller, mais je ne savais pas comment y arriver. Et donc, du coup, j'avais ma liste de photos comme ça que j'adorais, etc. Je me dis, mais comment je fais? Et je sais que, par exemple, le premier mariage que j'ai shooté, j'ai gardé tous les RAW et que j'en avais déjà posté. Et en fait, j'ai repris tous les RAW et j'ai tout réédité avec mon style de maintenant pour pouvoir au final me revendre
dessus. Donc c'est ça que c'est toujours bien de garder au final voilà, tous les RAW sur un petit disque dur, sur un petit truc. Ouais. Voilà, je ne vais pas revenir en arrière, c'est trop tard, mais si c'était un conseil que je devais formuler, ça peut être un bon conseil pour les photographes au final qui nous écoutent. On va revenir un peu justement sur la photo de sport et justement sur cette sélection de photos, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne photo de sport? Donc, tu avais déjà dit qu'il fallait effectivement connaître le sport, c'est déjà un truc qui était très bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'une photo est meilleure qu'une autre en termes de photo sportive? En tant que photographe de sport, on est dépendant de ce qui se passe dans la rencontre, à mes yeux. Alors, il y a toujours moyen de s'en sortir pour avoir quelques clichés. Mais voilà, des matchs de basket, j'en ai photographié des centaines, je pense. Et quand la rencontre, si ça ne vit pas sur le terrain, si les joueurs ils sont fort renfermés, ils ne sont pas spécialement émotifs, qu'il n'y a pas de phase de jeu qui sortent du lot, ce n'est pas toujours simple d'avoir des photos très très marquantes. Donc je dirais qu'il y a plein de facteurs autour qui vont avoir un impact important dessus. Quand on est en sport intérieur, les infrastructures, l'éclairage vont jouer, le monde ou non dans les tribunes. Ça m'arrive assez souvent d'être sur des événements où il y a énormément de sièges vides en arrière-plan et c'est peut-être pas ce que les gens vont voir en premier. Mais quand on prend les grandes photos de basket en NBA ou autre, le fait d'avoir une salle compte du monde au bord du terrain, etc., c'est tous des petits détails qui viennent s'ajouter. Donc, moi, je dirais essayer de voir. Il y a toujours des sportifs plus expressifs que d'autres. Et à force en étant attitré personnellement à une équipe, je connais un petit peu plus personnellement les joueurs. Et en fonction des situations de jeu, des fois, je vais pouvoir m'orienter directement vers un joueur qui n'était peut-être même pas dans l'action, qui n'était peut-être pas impliqué directement, mais je sais que lui va pouvoir exprimer quelque chose. Donc, je dirais le côté émotif, qu'on n'ait pas simplement l'impression d'avoir une scène de jeu parmi tant d'autres, un dribble qui a eu lieu des dizaines, des centaines de fois. Et donc, essayer de sentir un petit peu les choses, de les anticiper, observer comment l'athlète réagit. Je fais des photos de tennis dernièrement. C'était l'équipe nationale belge et Whitmire, chaque fois qu'elle faisait un beau point, se retournait vers les coéquipières et vers sa famille qui était à un endroit dans le terrain. Sur la fin du match, j'ai circulé énormément dans la salle pendant toute la rencontre. Mais sur les derniers points, quand elle s'approchait de la victoire, je suis allé me mettre à un endroit bien spécifique parce que je savais qu'au moment de la balle de match et quand elle allait la remporter, elle allait se déplacer, se tourner et fêter dans cette direction-là. Et donc, j'avais anticipé ce moment pour avoir l'angle tel que je voulais, la composition comme je l'avais imaginé. Donc, parmi les conseils, c'est prendre le temps d'observer pour être au bon endroit au bon moment, déclencher la bonne photo, le bon angle. Et c'est jamais simple parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui viennent jouer. Et comme je le disais, on a un emplacement précis, il y a des arbitres qui passent, il y a plein de personnes qui ont un rôle important à tenir dans la rencontre et c'est pas si simple. C'est ça qu'au final, quelque part, là je fais un parallèle avec la photo de mariage aussi, c'est un peu comme ça aussi parfois en mariage où on doit anticiper, on doit savoir où ils vont se tourner, etc. Et il y a aussi des événements et on appellerait ça des faits de match en sport, mais voilà, il y a des choses parfois qui peuvent se passer sur des mariages, il y a des gens qui vont vous passer devant, etc. Et c'est aussi un truc où il faut bouger, il faut anticiper, il faut avoir l'œil vif au final. C'est ça que, quelque part, le mariage et le sport, je trouve, se complémentent bien au final, parce que c'est pas pour rien au final, voilà, que tu arrives un peu à faire les deux, etc., et que tu fais très bien les deux. Donc du coup, voilà, ça je pense que c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Je rebondis encore sur une chose que tu as dite par rapport à il faut qu'il se passe des choses, etc. J'écoutais justement, je regardais une vidéo sur YouTube avec la photographe du Paris Saint-Germain, et alors elle disait que elle, par exemple, à l'époque où il y avait Neymar, etc., c'était beaucoup plus facile de prendre des photos parce que dès qu'il y avait un but, les célébrations de Neymar, etc., c'était toujours un peu plus vivant que si c'était quelqu'un d'autre, voilà, qui marquait un goal, etc., parce qu'ils faisaient des petites danses, ils faisaient des petits trucs et que elle se mettait derrière le but, et elle savait que s'il marquait par là, il viendrait faire la célébration là-bas, etc. Donc elle anticipait aussi, elle savait au final les émotions qu'elle allait se dégager de ça, quoi. Donc c'est ça que c'était un peu intéressant, mais c'est sûr, tu arrives sur un match, tu fais un match de foot, parce que je sais que les matchs de basket se finissent jamais 0-0, mais tu arrives sur un match de foot où c'est un plat 0-0, où tout le monde en public, et dans le public, voilà, il se passe rien, etc. C'est sûr que ça va être un peu plus compliqué aussi, et les conditions, je pensais à un photographe aussi qui avait fait un match où il y avait du brouillard. Les photos, en fait, elles étaient dingues parce qu'il y avait ce brouillard qui était là, quoi. Et ça rajoutait quelque chose au final qui était
un petit peu insolites qui rajoutaient au final du caractère à la photo. Alors justement, donc, tu parles beaucoup de basket, etc. Donc toi, tu es photographe des Spirou de Charleroi. Donc à savoir, pour les auditeurs français qui nous écoutent, c'est une équipe de basket en Belgique de Division 1. Donc on est quand même dans l'élite du basket en Belgique. Est-ce que c'est pas un des clubs les plus titrés aussi Si, bon, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus ouais, de ça fait un titres et petit donc il moment, y a il une me équipe qui les semblait. a rattrapés, mais il y a quelques années, c'était Parce qu'à un moment incomparable. donné, c'était quand même, moi, dans ma jeunesse, comme si j'avais 40 ans, mais dans ma jeunesse, c'était les Spirou de Charleroi, c'était quand même le top du top. Oui. Ils jouaient en Europe aussi. Ils ont joué la Enfin, plus haute voilà. Coupe d'Europe, ils ont Donc, accueilli Real Madrid, etc. voilà, c'est quand même un gros club. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à être justement photographe des Spirou de Charleroi? Il y a un petit côté concours de circonstances. Donc, comme je le disais, j'avais ce rôle de journaliste. Et donc, j'étais attitré au Spirou. Donc, je les suivais presque quotidiennement. Et donc, voilà, j'étais là en zone de presse pour faire mes articles, mes interviews. Et comme il y avait cet attrait personnel pour la photo, ben, je me permettais à certains moments pendant le match, plutôt que de le suivre depuis ma table de presse, d'aller sous l'anneau, de faire quelques photos en même temps, en restant attentif à tous les événements que j'allais devoir mentionner dans mon article. Et ben voilà, le Spirou n'avait pas spécialement un photographe sur chaque rencontre, donc essentiellement à l'extérieur ou ce genre de choses. De temps en temps, il me disait, tiens, si tu as quelques photos, ben on les veut bien parce qu'on va peut-être pouvoir les exploiter. Et la saison suivante, il cherchait un photographe. On faisait d'une pierre deux coups parce que j'étais de toute façon là au match et donc ça s'est lancé comme ça. Donc je dirais c'est le côté journaliste qui m'a permis ensuite d'avoir le poste de photographe et maintenant voilà, les choses se sont inversées. Il n'y a plus d'activité en journalisme, c'est 100% photo désormais, mais ça fait 6-7 saisons maintenant. Et alors, ton but, enfin ton rôle en tant que photographe comme ça des Spirou de Charleroi, c'est simplement, entre guillemets, de couvrir les matchs ou tu fais aussi autre chose comme les photos d'équipe ou, tu vois, est-ce que tu as autre chose que les matchs? Oui. Bon, évidemment, les matchs, c'est la majeure partie. Il y a quelques petits événements plic-ploc, le fan day, quand on présente l'équipe aux supporters. J'ai fait quelques saisons les phototypes studio d'avant-saison. Alors, ils ont quelqu'un aussi en interne qui est un peu plus touche à tout, mais qui est apte à les faire, donc je ne les fais pas systématiquement. Donc j'ai pu avoir ces petites expériences-là en plus. Alors en fonction des rencontres, des événements, parfois il y a un petit passage aux alentours s'il y a des animations prévues pour les supporters, mais ça reste essentiellement concentré sur les rencontres. Ok. Et alors, ça ressemble à quoi justement quand, donc tu dis que la majorité de ce que tu fais, ce sont les rencontres. C'est quoi en final la journée type quand tu as justement une rencontre comme ça? Est-ce que tu dois livrer les photos très très vite? Est-ce que tu as des délais? Est-ce qu'on te met une grosse pression d'avoir un certain joueur parfois sur un certain match parce qu'il se passe quelque chose, etc. Enfin, comment ça se passe au final ta journée type quand tu vas justement shooter comme ça un match de basket? Bah, la photo sportive, c'est toujours un peu une course contre la montre. Aussi bien pour les photographes d'agences de presse qui doivent rendre ça dans des délais très très courts, mais c'est un peu la même situation pour moi. C'est des photos qui vont avoir comme objectif d'être postées sur les réseaux sociaux et donc de pouvoir faire un retour assez rapide. Alors ça dépend un petit peu de la ligne directrice que se donne l'équipe de com du club, l'image de marque qui est véhiculée, les templates qui sont utilisés sur les réseaux sociaux. Il y a des saisons où il y avait une des photos qui devait être présente sur les visuels qui annonçaient le score au quart-temps. Donc, c'est-à-dire que dès la fin du premier quart-temps, quand le score allait être posté sur les réseaux sociaux, il fallait qu'il y ait une photo du match pour venir l'illustrer. Et donc, il y avait l'obligation d'avoir au minimum 4 photos très vite dans la rencontre pour qu'elles soient prêtes et qu'elles puissent être ajoutées sur les templates. Généralement, à la fin du match, celui qui s'est occupé de faire le résumé pour l'article a besoin d'une photo dans un format assez spécifique parce que ça va aller sur le site internet et être partagé sur Facebook. Il y a un post Facebook qui suit dans les quelques minutes après pour quelques premières images du match. Pour le reste, le délai est assez variable. Il y a une partie du stock de photos qui va être mis sur un drive et qui va ressortir pour les visuels qui vont annoncer les prochaines rencontres, qui vont illustrer toutes sortes de choses. Et donc là, parfois, il y a quelques petites directives qui sont malgré tout données, de nouveau, par rapport à la continuité qu'on veut donner dans ce feed Instagram. Est-ce qu'on veut des photos assez minimalistes? Est-ce qu'on veut des photos de détail? C'est assez variable. Et donc là, je prends dans le cas du Spirou. Il y a d'autres événements de sport que je couvre.
Et généralement, c'est quand même toujours la même chose. Il faut des premières photos très très vite. Ici, dernièrement, j'ai photographié des finales de 3x3. Et au moment des matchs pour le titre, la consigne était le match se termine, on remet la coupe, on fait les photos. Dans les 3 minutes, il faut photo du MVP, photo de l'équipe qui a gagné. Donc on est souvent dans, pas la précipitation, mais presque. Dans la course. Mais alors, Ouais. comment tu fais justement pour la retouche? Tu Oui. prends par exemple la photo pour le carton, etc. C'est-à-dire que quoi, tu prends ton PC avec toi, tu les mets directement, tu as une zone de presse, Oui. comment ça se passe Oui, pour c'est ça, il y a la zone presse. Et donc, hop, j'ai fini, carte SD dans Lightroom. Je sélectionne très vite juste quelques photos. Je commence pas à faire la sélection complète. Je repère un petit peu celle qui, pour moi, sort déjà du lot. L'avantage des sports intérieurs, c'est qu'en termes d'éclairage, par exemple, les photos à domicile au Spirou, l'éclairage, il sera identique Toujours le même. Ouais. toute la saison. Donc, j'ai un preset que je vais appliquer pendant toute l'année. De nouveau aussi pour la cohérence après sur les posts Instagram du club. Je le peaufine un petit peu à certains moments, des petites variantes, mais il est là, il est enregistré. Et donc là, comme ça doit aller vite, je sélectionne la photo, j'applique un petit réglage d'exposition si nécessaire, et puis c'est exporté et c'est parti. Et donc quand c'est sur des événements dans des salles que je ne connais pas, généralement je profite de l'échauffement pour faire quelques premières photos, et je commence à faire mes réglages pour n'avoir qu'à synchroniser sur les posts qui vont suivre par après. Alors justement, par rapport à la retouche, là je vais refaire encore un parallèle avec le mariage, etc. Est-ce que tu as un style différent dans tes retouches pour les photos de sport par rapport aux photos de mariage? C'est-à-dire, les photos de mariage, souvent, on vient pour un style, une colorimétrie, une manière de Mmh. prendre les photos, etc. Est-ce que pour la photo de sport et de basket, etc., est-ce que tu mets le même preset en fait que pour ton mariage? Ou est-ce que justement, voilà, pour le mariage, là, c'est vraiment tu te fais plaisir en termes artistiques, on va dire, en termes de couleurs, en termes de retouches, etc. Il y a malgré tout une différence. Parfois, quand j'arrive sur un événement dans une salle que je ne connais pas, je fais ma première photo avant de chipoter. Je teste, tiens, dans mes presets, est-ce que mon preset Spirou 2024 fonctionne? Ah, bof, on est dans une salle amateur, c'est pas du tout le même éclairage, ça fonctionne pas des masses. Et ça m'est déjà arrivé de tester le preset mariage, et généralement, ça matche pas. Donc, c'est qu'il y a quand même malgré tout des différences. Dans les mariages, au niveau du type de couleur, des saturations sur lesquelles celles que je vais diminuer, pousser, vont pas spécialement correspondre aux couleurs de maillot et autres. Donc je dirais qu'il y a quand même certaines différences. Dans les photos de sport, j'aime bien avoir des contrastes assez profonds. On a pas mal de salles où on a quand même un arrière-plan assez sombre, assez noir. Alors que dans les mariages, on va essayer d'avoir, en tout cas, je vais essayer d'avoir tout l'inverse, quelque chose qui soit un petit peu plus peps et éclatant. Au niveau il y a certaines teintes qui se rejoignent quand même. Si on prend le temps sur mes photos de basket d'analyser un petit peu le parquet, on va peut-être retoucher, retrouver un petit peu ces teintes légèrement plus chaudes, légèrement plus orangées. Donc il y a quelques points communs malgré tout, mais c'est pas qu'il y a un preset universel qui passe partout. Mais tu t'autorises quand même parfois dans la photo de sport d'avoir de la photo quand même artistique aussi, parce qu'on a toujours un peu l'impression que les photos de sport, c'est le photographe fou là, qui est avec son gros boîtier, son énorme téléobjectif par image, etc., et qui clique comme ça. Et là, parce qu'il y a aussi une autre photo de sport qui Ouais. est la photo un petit peu plus artistique, etc. Dans quelle mouvance, toi, en fait, tu te sens un peu plus le plus à l'aise, et qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Oui, mais je pense que un peu stéréotype du photographe tel que tu le décrivais, c'est au niveau des agences de presse où il y a des attentes très très précises, où on va essayer d'avoir des photos gros plans, très très cadrées. J'ai mis dernièrement quelques photos sur un groupe Facebook de partage conseils de photos de sport, et j'avais été repris par un photographe d'agence de presse, mais voilà, le gars c'était carré, il avait ses principes et il n'y avait rien qui bougeait, et c'était sur ta photo, il y a X% d'éléments qui servent à rien, ce qu'on veut voir c'est le sportif, point. Il faut recouper. C'était un peu directif, mais j'ai vu que c'était sa manière de communiquer avec tout le monde. Donc, voilà, Comme souvent sur les forums photos, hein, c'est ça ça. se passe toujours très très bien, c'est toujours bienveillant, c'est toujours dans le partage. C'est Hein. ça. Et je me suis dit, bon, le gars a quand même des petites références, on va discuter un petit peu, échanger. Et donc, voilà, j'ai recadré, j'ai dit, plutôt comme ça. Il m'avait dit non encore, non encore. Mais je m'étais vraiment retrouvé à faire une photo comme je ne voudrais pas en avoir, mais parce que c'est la philosophie, alors qui n'est peut-être plus partagée, parce que je pense qu'on commence à avoir des choses un petit peu différentes dans les photos de presse. Mais voilà, c'était la vieille école, et c'était la photo telle qu'il la voyait dans le journal qui devait être comme ça.
les réseaux sociaux, les comptes Instagram et autres des clubs sportifs laissent quand même de plus en plus place à des styles un petit peu différents. J'ai des exemples. Si on regarde le compte Instagram d'Anderlecht, ils essaient d'avoir un côté assez minimaliste, vintage, même dans la retouche. Photographier des choses qu'on ne viendrait pas spécialement photographier, mais les sièges avec le petit autocollant, et hop, c'est utilisé pour l'avant-match. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Moi, dans mon cas, ben voilà, je suis dans la même salle, avec la même équipe, avec les mêmes athlètes pendant toute une saison devant moi. Et je veux pas qu'il y ait un côté redondant, répété. Et donc, il y a quand même, oui, un côté créatif. Il y a certains spots sur le terrain où je me retrouve systématiquement pour avoir quelques photos plutôt sûres au départ. Mais parfois, je vais monter dans les tribunes, je vais m'asseoir en VIP pour avoir un nouvel angle, me mettre contre le boarding, juste à l'endroit où les joueurs viennent marcher pour taper dans la main quand ils sortent, mais parce que j'ai une chouette expression du coach. Donc voilà, je teste différentes choses et ça passe essentiellement par se mettre à un endroit différent, vivre une partie du match d'un autre point de vue et aussi parfois jouer aussi avec les objectifs. Récemment, j'ai acheté un 16 mm, donc très grand angle. Il y a énormément de déchets. Il faut vraiment la bonne phase au bon moment, parce que si je suis au 16 mm sous l'anneau, ce qui se passe à partir de la ligne des lancers francs, ça vaut pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Donc je me le permets à certains moments parce qu'il y a énormément de matchs et pour proposer quelque chose de différent. Donc je pense qu'il y a quand même place à la créativité et comme tu le disais, elle s'installe pas mal dans la photo de sport, je trouve. Je sais pas si tu as vu, mais Canon a sorti un 10 mm. Ouais, Mais qui n'est pas fisheye. qui n'est pas fisheye. C'est un Ok. truc, enfin voilà. Et c'est très particulier. Et c'est vrai, Ouais. comme tu dis, le nombre de déchets que tu dois avoir avec ce genre de choses, ben voilà, ça peut être intéressant. Je vais rebondir sur encore, hein, on va rebondir en plus pour le basket. Parfait, dans le thème. Incroyable. Et justement, tu parlais des photographes de presse. Oui. Alors, est-ce que à l'heure actuelle, dans la photo de sport, justement, c'est quoi la relation par rapport aux photographes de presse? Parce que tu as les photographes de presse, tu as les photographes de club, tu as les photographes un peu plus artistiques, etc. Comment est-ce qu'on peut trouver sa place au final à l'heure actuelle, justement, avec la presse? On est dans un... Alors, on a les photographes de presse qui, et c'est très logique, protègent leur métier, leurs intérêts, leur place. C'est extrêmement difficile d'avoir accès à des rencontres professionnelles. En Belgique, c'est archi surveillé, à juste titre. Ce ne serait pas intéressant de se retrouver avec des événements sportifs avec 50 photographes autour du terrain. Mais donc pour répondre à ta question, on a peut-être des attentes, des objectifs qui sont un petit peu différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de style, c'est pas du tout la même chose. Après, c'est propre à chacun. Il y en a peut-être qui vont être un petit peu dans le jugement. Oui, mais toi, tes photos... parce qu'évidemment, ce qu'on va mettre dans un journal n'est pas la même chose que ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des modes de fonctionnement différents. Après, c'est un peu propre à la personnalité aussi de chacun. Moi, j'essaye qu'il y ait des relations sereines en toutes circonstances. Le basket n'est pas trop impacté parce que c'est un sport qui, en tout cas en Belgique, médiatiquement, est de moins en moins suivi. Donc, on ne doit pas se disputer pour se placer sous l'anneau ou quoi que ce soit. Alors, sur les événements d'équipe nationale, il y a un petit peu plus de monde, mais c'est toujours très très restreint. Mais je sais bien qu'il y a certains événements ou types de sport qui pourraient m'intéresser, mais où l'accès est quasiment impossible. Je vais prendre le cas du football. Pour se retrouver au bord d'un terrain de foot professionnel avec un appareil dans les mains, il faut vraiment avoir le très très bon filon. Moi, j'ai eu une seule expérience parce que en tant que journaliste, on avait su me donner un accès une fois, mais je savais que c'était du one shot. Et j'étais installé et on m'a dit tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi, comment t'es arrivé ici? Et il y a une sorte de surveillance, mais qui vient du fait que les photographes d'agence de presse, c'est leur boulot à temps plein, ils dépendent des ventes des photos, ils voient qu'il y a des sports qui sont moins suivis, qu'on les envoie un petit peu moins sur certaines rencontres, et c'est leur gagne-pain, et donc ils le défendent, et ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas des photographes parasites qui viennent là et qui risqueraient après de vendre leurs photos à des potentiels clients les concernant. Donc je pense qu'il faut être assez compréhensif par rapport à ça, même si des fois il y a des petites frustrations. Par exemple, dernièrement, il y avait l'équipe de Charleroi au volley qui s'était qualifiée pour la finale de coupe. Je me te dis, tiens, un club Carolo en finale, on va changer un peu du basket, faire autre chose. Et en fait, c'était impossible d'avoir une accréditation, alors que moi, mon souhait, c'était juste de
que le club ait quelques photos, que les joueuses puissent avoir des souvenirs de ce moment et vivre le moment en tant que photographe plutôt que de le vivre en spectateur. Et ça, c'est une des chances de la photographie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, de Parce vivre que certaines expériences. je trouve qu'au final, le but n'est pas du tout le même. Oui. Parce que voilà, eux, ils doivent absolument vendre des photos. Que je trouve que toi, tu es un peu plus dans une approche documentaire et artistique au final. J'entendais encore que parfois, ils se focalisaient sur certains joueurs parce que certains joueurs, justement, faisaient plus vendre, et faisaient plus de clics, et faisaient plus vendre des magazines, si ça se voit encore, etc., que certains autres joueurs, quoi. Je prenais le podcast justement avec le photographe de l'équipe de France. Il disait que les photographes de presse, bah, eux, c'était Griezmann, Mbappé et compagnie, parce que eux, bah, ils savaient que ça cliquait plus s'il y avait une photo avec Mbappé, Griezmann, Ouais. etc., quoi. Donc c'est vrai que ça doit pas être évident que tout le monde au final, voilà, trouve sa place et respecte au final, voilà, le travail des uns des autres, etc. C'est vrai que c'est pas évident. Et en plus en Belgique, je pense qu'on a encore une particularité en plus par rapport à la France, etc., où bah, nous, on a les deux langues. Et en fait, il faut savoir que les fédérations sportives ne sont souvent pas des fédérations nationales. Donc, par exemple, l'athlétisme, c'est l'association francophone d'athlétisme, l'association flamande d'athlétisme. Même chose avec le tennis, voilà. Et que parfois, même quand on a des fédérations nationales, comme par exemple le foot, bah, c'est tous les gens qui sont à la tête de cette fédération sont en fait des néerlandophones, donc de la partie flamande du pays. Et là aussi, évidemment, il y a encore le copinage entre néerlandophones, etc. Et voilà, c'est quoi ta place au final là-dedans? C'est compliqué. Alors, la langue joue. N'étant pas bilingue, c'est déjà un premier frein. Et c'est vrai que voilà, il y a eu quelques petites expériences où, oui, à certains moments, je m'étais dit, tiens, toute l'équipe de com, là, c'est tout des néerlandophones. Je vais avoir du mal à me trouver une place là-dedans. Alors, c'est peut-être pas le cas dans tous les sports, hein. Il y a sans doute l'inverse avec peut-être des équipes avec plus de membres wallons. J'ai pas suffisamment connu d'expérience là-dedans, mais oui, j'ai déjà ressenti à certains moments que c'était potentiellement bouché, compliqué, ou que à choisir. Après, il y a le frein de la communication, il n'y a rien à faire. Je n'aurais pas. Allez, j'aurais des difficultés à me retrouver dans une équipe où tout le monde parle néerlandais parce qu'il n'y a rien à faire. C'est eux qui vont devoir s'adapter, peut-être. Je ne sais pas trop comment ça pourrait se dérouler. Mais se retrouver avec quelqu'un qui parle une autre langue, parce que ça, par contre, je suis amené à le vivre. Le Spirou joue contre plein d'équipes flamandes et parfois l'autre photographe vient et veut poser deux, trois questions ou quoi que ce soit et on se sent bête quand la personne est en train d'essayer d'avoir une communication avec soi et que désolé, mais je suis dans l'incapacité de te répondre. Mais c'est sûr que c'est une particularité propre au pays et sur d'autres sports, voilà, par exemple, j'apprécie bien le cyclisme, le cyclocross, etc. Il y aurait sans doute des possibilités de travailler sur ce type d'événement-là, pas pour l'événement, pas pour la fédération même, mais via des sponsors, il y a des marques qui sont très présentes sur certains événements. Et de nouveau, la barrière de la langue va jouer. Et puis, si c'est toute une équipe qui est centrée à Gand ou quoi que ce soit, ils vont chercher dans cet environnement-là. J'avais été contacté pour un événement qui se passait en Wallonie, mais qui était poussé par un sponsor principal néerlandophone. C'était tous des néerlandophones qui étaient dans l'organisation. Alors, c'était un événement en Wallonie, ils n'avaient personne. Ils avaient demandé, et c'est mon nom qui était arrivé à terme, mais c'était du one-shot parce que il fallait un coup de pouce à ce moment-là, mais ce n'était pas un contact qui était pris pour établir un contrat, un arrangement de travail sur une longue durée. Ouais, les charmes de la Belgique. En plus, tu m'avais parlé, sur ce dont on s'est rencontrés sur un mariage, tu m'avais parlé justement sur ce mariage-là du fameux match Belgique-Grèce. Oui. Parce que, bon, comme ton nom l'indique, tu es d'origine grecque et que tu n'avais même pas pu en fait photographier pour la fédération belge, mais tu avais photographié au final pour les Grecs. Oui. Voilà. Je ne sais pas si tu peux en dire un peu plus justement. Oui, c'était un cas assez particulier. Voilà, Belgique-Grèce, comme tu dis, les deux origines. Et donc, je m'étais dit, super chouette match à vivre. Et de nouveau, je suis souvent dans le même réflexe. Si je peux le vivre en tant que photographe, moi, je prends doublement du plaisir. Et voilà, il y a des équipes qui étaient établies, etc. Mais je m'étais dit, voilà, je fais de la photo de basket depuis un certain temps. Il y a des joueurs qui disputaient cette rencontre sous le maillot de la Belgique que je photographiais sous le maillot du Spirou toutes les semaines. Je me dis, tiens, il y a sans doute un moyen pour que je me retrouve au bord du terrain. Et j'étais vraiment allé dans une démarche, voilà, c'est un match que je veux voir de toute façon. Donc si je ne le photographie pas,
je serai dans le public. Je ne peux rien demander. Et souvent, quand c'est comme ça, je contacte l'organisateur de l'événement ou la fédération qui se cache derrière. Et voilà, ça m'intéresse. Si vous êtes OK, vous me donnez l'accès. Et moi, les photos, je vous les donne après. Si ça peut vous servir d'une quelconque façon, moi, ça me fait plaisir. Et c'est du gagnant-gagnant dans cette démarche-là. Et ça n'avait pas pu aboutir. Depuis, j'ai quand même pu faire des photos de l'équipe belge à d'autres rencontres. Mais il y avait eu le scénario un peu particulier à ce moment-là où je m'étais dit, OK, pour la Belgique, je ne peux pas faire les photos, mais il y a l'équipe grecque en face. C'est peut-être qu'ils ne vont pas prendre un photographe avec eux. Je vais les contacter. Et il avait suffi de 2 mails. Et hop, on m'attendait sur place pour me dire, voilà, l'accréditation en tant que photographe pour l'équipe grecque, parce qu'ils ne se déplaçaient pas avec une équipe de com complète. Et eux s'y étaient retrouvés. Et moi, j'étais content de vivre cette expérience-là, d'être là. Et parfois, il suffit d'un petit déclic. Alors, les choses ne se sont pas arrangées comme je le voulais, mais il m'avait dit, voilà, on a un tournoi à Athènes tous les ans. Le jour où tu veux venir bosser pour nous là-bas, on est preneur. Alors, en termes de date, ça venait dans les dates de mariage, etc. Donc, ça n'avait pas pu se faire. Mais je me suis dit, tiens, au final, il ne faut pas grand-chose pour se retrouver sur un autre événement, et puis pourquoi pas encore un autre, et ça peut vite grandir, puisque ça reste des grandes équipes nationales qui jouent des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe, des Jeux Olympiques, etc. Et voilà comment un photographe de sport belge se retrouve à photographier l'équipe adverse à la Belgique. Voilà, Ouais. ça c'est magnifique. Vive la Belgique, voilà, bravo. Justement, tu parles encore un peu de basket en Grèce, etc. Parce qu'il y a des chaudes ambiances aussi dans le basket en Grèce, etc. Si tu pouvais choisir un événement au monde à photographier, ce serait lequel? Question difficile, hein. J'ai une petite liste comme ça je suis un grand rêveur de tiens, ça devrait être incroyable. Tu peux faire un top 3 si tu veux. Non, je vais me limiter à un quand même. Il y en a un qui me vient à l'esprit directement. Je dirais malgré tout le Tour de France, parce que au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi cet aspect paysage, cadre, ferveur au bord de la route. Et au-delà du cycliste même, il y a un réel challenge dans la composition de la photo pour y intégrer le décor, la montagne, les conditions météorologiques, le public. Je prends vraiment un très grand plaisir le soir même ou le lendemain de toutes les courses cyclistes, des grandes classiques et des étapes du Tour de France, à voir ce que les photographes qui ont la chance de vivre ça arrivent à sortir jour après jour. Je pense que ce serait vraiment un vrai challenge. Alors le faire une fois, ça devrait être incroyable. Il y aura un goût de trop peu parce que j'imagine qu'en une fois, on n'arrive pas à vraiment tirer tout ce qu'on voudrait de l'événement. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. J'ai eu un aperçu minuscule. J'ai fait une petite course régionale sur une moto. Et c'était voilà, une chouette expérience, mais voilà, vraiment, vraiment incomparable. Donc, je dirais, oui, Tour de France. Ok. Pas d'hésitation. Je pense que c'est un excellent choix. Tu pourrais faire aussi les Jeux Olympiques où tu as quand même une course aussi de vélo. Ouais. Tu as la course olympique aussi. Voilà. Mais effectivement, le Tour de France, ça reste quand même, au final, je pense, pour l'amateur de sport, c'est une des courses les plus suivies au monde. Je sais plus quel classement ils sont, mais tu avais la Coupe du Monde de foot et le Tour de France, etc. Ouais. Ils sont quand même hauts dans les événements suivis. Ce que je te propose de faire maintenant, pour faire une petite transition vers le monde du mariage, c'est de faire le hot or not, où donc je vais te dire des affirmations, tu me dis si tu les adores, etc., je trouve que c'est vraiment hot, ou si alors c'est not du tout, on rejette, quoi. Okay. La première chose, Instagram. Je vais être très hésitant, hein. J'ai vraiment du mal à poser des choix. Instagram, je vais quand même dire note. Si on va sur mes comptes Instagram, on va voir que je ne suis pas très très actif, alors peut-être à tort, mais j'ai l'impression que voilà, Instagram ne me renvoie pas ce que j'aimerais. Il y a toute cette notion d'algorithme, en tout cas dans le monde du mariage, c'est le bouche à oreille qui fait les merveilles, et Instagram ne m'a pas rapporté grand chose en termes de clients, de contacts, de retours, etc. Dans le sport, j'aime assez bien partager des photos malgré tout sur Instagram, mais voilà, c'est du très, très rapide, et c'est parce que là, les sportifs repartagent directement, sont très contents de se retrouver sur ce genre de photos. Mais je dirais note parce que voilà, si on analyse un petit peu l'utilisation que j'en ai en termes de publication, on va se rendre compte que je ne suis pas des plus investis. Mais ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a
plein de photographes de mariage qui se lancent, etc., qui se disent Instagram, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai entendu des photographes qui disaient pas besoin de site internet, je vais tout faire par Instagram et blablabla et blablabla. Et au final, oui, on peut faire 10 millions de vues sur un reel ou un truc comme ça, mais c'est pas ça qui rapporte un mariage, quoi. Enfin, voilà, faut Non, voir. c'est du scroll, c'est Ouais. quelques secondes, c'est vu, mais c'est pas pour autant que derrière il y aura des répercussions. Alors, le flou de bouger. Ça, c'est une grosse mode aussi dans le mariage, hein, où on commence maintenant à avoir comme ça des vitesses un peu plus lentes et on voit le fameux flou de bouger. Je vais faire le difficile, je vais dire note aussi. Alors, très bien utilisé, je valide malgré tout, mais comme c'est une tendance, j'ai l'impression qu'il est un petit peu utilisé à toutes les sauces. J'ai déjà vu des séries postées où il y en avait l'une ou l'autre qui était dedans et je me disais, tiens, ça amène quelque chose. La question que je me pose, c'est, tiens, dans 5-10 ans, est-ce que mes mariés, ça aura du sens pour eux de revoir une photo avec un flou de bouger? Dans le sport, j'ai parfois l'impression que c'est utilisé comme, allez, regardez, moi je sais faire un flou de bouger dans une photo, mais s'il y a un petit mouvement qui en ressort, oui, mais parfois il est un peu utilisé à outrance et il n'y a pas grand chose. Alors je ne vais pas dire que je l'utilise jamais, par exemple sur une rencontre de tennis. Je m'étais dit, tiens, sur un service avec un angle où j'étais, je vais le tester pour qu'on ait vraiment ce bras, cette raquette dans le mouvement. Donc vraiment à toute petite dose, mais voilà, je ne suis pas un grand fan des tendances parce que c'est souvent très ponctuel. Donc, je pense que ça peut quand même être bien utilisé, donc je ne rejette pas les photographes qui en font, hein, bien sûr. Je vais peut-être, moi, cette année, en faire un petit peu et m'y tester. Voilà, je pense que bien utilisé, presque tout à sa place, mais pas à outrance. Les photos de groupe. Les photos de groupe, quel plaisir. C'est la hantise de beaucoup de photographes, hein, ça. D'abord, je dois dire auteur note. Je vais de nouveau dire note, je suis difficile en fait. Ah Hein. ouais, il me Quand semble, même, hein. là. Oh là. Euh, pour moi, ça reste un immanquable. C'est un souvenir, allez, garanti pour que tout le monde se retrouve avec les mariés. Ça reste quand même, dans l'esprit de beaucoup de personnes, la photo indispensable. J'essaye de rendre ça agréable pour tout le monde en poussant de plus en plus. Ben voilà, on va pas faire couple après couple, on va faire en sorte que ça reste réduit. Mais c'est pas le moment le plus agréable pour un photographe parce qu'on est là, on est debout, on est immobile, on attend que les gens défilent. Malheureusement, il y en a toujours bien qui décident que c'est le moment de faire une blague, de papoter, etc. Et donc parfois c'est un petit peu long. Mais voilà, je le fais sur tous les mariages. Je conseille aux gens de le faire malgré tout, donc je me tire peut-être une balle dans le pied. Mais je trouve que ça a sa place, mais je veux que ce soit bien réfléchi, que ça vienne à un moment qui soit adapté, qui ne va pas me faire manquer d'autres éléments importants que je veux ressortir dans mon reportage. Et j'essaye que ce soit le mieux ficelé possible pour que ce soit rapide, que la souffrance soit de courte durée. Tu fais bien. Mais c'est bien, parce que là, j'ai un peu le même avis que toi. Moi, je les propose aussi, et c'est pas les photos que j'aime le mieux. Enfin, c'est pas les trucs les plus artistiques du monde. Enfin, voilà. Et je me suis dit, pour cette saison, justement, de mariage, je vais essayer de peut-être mettre un peu plus de mouvement, un peu plus de Ouais. fun, etc., pour un peu dynamiser le truc. Parce que, voilà, Ouais. je veux dire, la photo, tout le monde regarde comme ça, c'est Mhm. pas ce qui est le plus intéressant. Alors, élément suivant. Ça, je suis très curieux. J'espère que tu vas encore dire note comme ça. J'aimerais bien que tu fasses tout note. Oh. C'est très drôle. Le noir et blanc. Euh, Désolé, je vais te décevoir. Je vais quand même dire hot. En photo de sport, c'est pas si simple que ça. J'en vois des très très beaux, mais je l'utilise vraiment excessivement peu. Je pense que sur les photos de sport, c'est rarissime que je ressorte des photos de noir et blanc. Il y a d'autres paramètres qui doivent entrer en compte. Mais voilà, je vois des photos en NBA, mais c'est parce qu'il y a vraiment de nouveau un éclairage incroyable. Le noir et blanc, ben, tu perds la couleur, donc t'es vraiment centré. L'attention est centrée sur d'autres choses. Et je trouve qu'il faut vraiment que le sportif soit je sais pas, trop photogénique, qu'il y ait du charisme, qu'il y ait quelque chose derrière. Et par exemple, pour la dernière finale de coupe, j'en avais fait l'une ou l'autre en échauffement. Je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance. Par contre, en mariage, là, je suis un peu plus pour. Je ne saurais pas dire le pourcentage de noir et blanc que je fais, mais je dirais qu'à chaque moment important du mariage, il y a quelques noirs et blancs qui viennent se glisser parce que je trouve que dans la lecture de la photo, ça peut attirer le regard de façon différente. J'aime beaucoup aussi
au moment des ouvertures de bal. Alors aussi parfois parce qu'avec les lumières bien roses, c'est la solution bienvenue. Mais il y a plus de spots, il y a plus d'éléments de lumière et donc il y a moyen de venir remplir cette photo. Mais je dirais que c'est pas mon domaine d'expertise et que voilà, il y a des photographes qui ont l'art de gérer ça à merveille. On va rester dans la technique et on va rester dans les choses qui font peur aux photographes, surtout les photographes de mariage. La photo au flash. Note aussi. J'en fais le moins possible. Alors, il y a une question gestion technique qui est là derrière, et une photo au flash avec un flash mal utilisé, ça va vite être très très mauvais, irrécupérable. Ça va sortir un petit peu de la ligne de conduite du style qu'on peut vouloir donner aux photos, parce que ça va marquer certains traits, ça va, voilà, pour plein de raisons. Moi, le flash, je l'utilise malgré tout en photo de soirée. Je sais qu'il y a des photographes qui arrivent à s'en sortir pour ne pas l'utiliser du tout, qui acceptent de monter dans des ISO incroyables. Mais pour moi, ça va dépendre d'autres paramètres, comment est malgré tout l'éclairage du lieu. Parce que si c'est pour avoir quelque chose de totalement noir, totalement bruité ou quoi que ce soit, mais vraiment, le flash, je l'ai toujours avec moi. Dans de très très rares cas, j'utilise un petit peu pendant les préparatifs, mais alors il faut vraiment que le lieu soit catastrophique et que je sois persuadé que je ne tirerai rien de bon sans le flash. Mais ouais, dans l'idéal, il reste dans le sac le plus longtemps possible. Et en photo de sport, il n'y a pas de débat, il n'est pas toléré. Donc, Au final, là, c'est très simple, tu peux pas. En cyclisme, tu peux. Oui. Parce que tu es à l'extérieur, etc. Oui. Là, j'ai vu encore tantôt, il y avait la flèche wallonne, là, tu voyais que ça flashait à chaque fois qu'il montait dans le mur de pour déboucher des ombres ou autre chose, mais oui, ça, je ne suis pas... Je suis jamais trop penché sur la question. J'avais suivi pas mal de cyclocross où, en effet, on voyait les flashs qui allaient à tout va. J'imagine qu'en le maîtrisant d'une certaine façon, il y a moyen d'avoir un rendu sympa, mais j'ai déjà testé sur une course, j'aimais pas du tout. Il faut aimer le rendu aussi. Oui. Je pense, voilà. Et puis c'est parfois aussi beaucoup pour la presse, Oui, où il c'est ça. faut que tout soit techniquement parlant très réussi. Et ça, c'est très très important pour certains photographes qui sont très dans la technique. Que, techniquement parlant, voilà, on en revient au forum. On parlait parfois, il y a des photos qui sont magnifiques, mais ah oui, mais non, là, attention, il y a un noir qui est bouché, il y a un blanc qui est écrasé. Bon, la photo elle est juste dingue. Enfin bref. Comme tu l'as remarqué, on va maintenant bifurquer un petit peu sur la partie mariage. Au final, donc on a déjà parlé, mais donc c'est très complémentaire au final comme approche, etc. Qu'est-ce que toi, avec cette approche-là, tu pourrais te donner comme conseil à des photographes qui voudraient se lancer dans le mariage? Comme point de départ, alors, je peux d'abord parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé à envisager de faire la photo de mariage quand j'étais certain de pleinement maîtriser mon appareil, d'être capable d'interagir avec des gens pour les prendre en photo. Pour moi, il y a plein de prérequis à avoir avant. On ne se dit pas du jour au lendemain, je vais faire de la photo et je vais faire de la photo de mariage. Moi, avant ça, j'ai fait du portrait de personnes individuelles, portrait de couple, j'ai fait des événements. Et quand je me suis dit que j'avais une palette assez large d'expérience, d'essais-erreurs, d'esprit critique par rapport à mon travail, je me suis dit, tiens, maintenant le mariage, ok, je me sens capable de proposer quelque chose de qualité, je voudrais essayer. Et donc là, j'ai eu l'opportunité en tout cas d'être second photographe sur un mariage pour au moins en faire un sans pression. Le photographe a proposé, les clients se sont dit, bah, ok, on prend, il n'y a pas de souci avec ça. Et j'étais là, je faisais mes photos, mais je savais que peu importe ce que j'en sortais, évidemment, il fallait quand même avoir la bonne attitude, ne pas gêner ou quoi que ce soit, mais ça, c'est dans la personnalité de chacun, je veux dire. Mais pouvoir expérimenter et me dire, tiens, est-ce que j'ai l'impression de proposer quelque chose de qualité? Parce que c'est une énorme responsabilité. Et voilà, je ne voulais pas me dire photographe de mariage sans être certain d'avoir des clients satisfaits, parce que on entend plein d'anecdotes, d'histoires de personnes qui sont hyper déçues de leurs photos de mariage. Et je ne voulais pas être la cause de tout ça. Donc, prendre le temps, essayer de vivre des situations photographiques de toutes sortes. Côté sombre, je veux dire, des lieux avec un manque de lumière, etc. Vraiment se développer pour ne pas se louper.
Mais le mariage, c'est quand même une école, je trouve, hyper formatrice, hein. Oui. Parce que, l'air de rien, tu as du reportage, tu as des moments un peu plus posés, tu ne contrôles pas la lumière, tu as certaines photos au flash, tu dois faire des natures mortes aussi, avec Mhm. des bouquets, avec Ouais. les chaussures, etc. Je trouve qu'au final, ça touche beaucoup, alors que c'est parfois une discipline un petit peu plus dénigrée de la photo, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se lancent, en fait, Ouais. par le mariage. Mais je trouve que c'est quand même extrêmement formateur, et effectivement, comme tu le dis, moi, je trouve que commencer par être second. Moi, j'ai fait la même chose aussi. Et franchement, tu vas sur les mariages nettement plus zen. Tu y Ouais. vas avec un poids en moins, tout en disant que tu as envie de faire du bon boulot, Ouais. que tu as envie de faire des belles photos. Mais voilà, mais tu te dis que s'il y a un moment que tu foires, c'est pas spécialement grave parce que le photographe principal est là Ouais. aussi. Et puis de voir, enfin, je trouve que c'est quand même un luxe de pouvoir voir un photographe plus expérimenté, travailler, que tu peux directement échanger, etc. Et d'être là, au final, c'est des journées qui pourraient se payer super cher, hein, de Ouais. juste accompagner comme ça un photographe sur un mariage et tout. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant, quoi. Et justement, c'est quoi ton moment de la journée peut-être préféré sur un mariage ou un grand moment que tu as connu ou plusieurs grands moments? Une anecdote sur un mariage précis ou de façon générale dans une... De manière générale, euh, j'aime beaucoup les préparatifs. Si les petites demandes qui ont été formulées sont mises en si place. c'est pas dans une pièce Euh, dégueulasse, mal rangée. voilà. Je trouve qu'on a le temps de s'exprimer de façon créative parce que voilà, c'est plus posé. Tout le monde est plus posé. Il y a moins de monde. Euh, Quand c'est le moment du maquillage ou de la coiffure, ça dure quand même un certain temps. On n'a pas besoin d'avoir 50 photos. Et donc, on a le temps de se déplacer, de tester certaines choses. C'est aussi un moment où on est un peu plus dans l'intimité des mariés, mais où on a une petite connexion allez, qui va se faire, même si elle peut se faire au préalable au travers d'une première séance photo ou de contact. Mais je trouve que ça va bien lancer la journée. Euh, Souvent, quand au terme du mariage, je ressors quelques photos, je vais d'office voir dans les préparatifs si j'aime bien voir ce que j'ai pu en tirer. À côté de ça, comme j'aime bien le côté reportage spontané, le vin d'honneur est pas mal aussi. Parce que voilà, ça vit, les gens bougent, les gens parlent. Et je ne sais pas le nombre de pas que je fais sur un vin d'honneur, mais de la première à la dernière seconde, c'est du non-stop en train de circuler partout pour essayer de capter les émotions, sentir un petit peu comment sont les gens, quelle est la distance qu'il faut garder pour les voir s'exprimer pleinement. Donc c'est vraiment un moment où je prends du plaisir et qui vient généralement allez, finir le marathon du lancement de journée où on ne s'est pas arrêté une seule seconde et puis on va avoir le repas qui va peut-être permettre de se poser un petit peu plus. Deux moments que j'aime bien, mais après, dans l'ensemble, il n'y a pas de grande préférence. C'est pas qu'il y a des moments où hop, je ne veux pas en entendre parler. Euh, mais ça, en termes de moments de mariage, je dirais ces deux-là malgré tout. Qu'est-ce que la photo de sport t'apporte dans ton travail de photographe de mariage? Et qu'est-ce que ton travail de photographe de mariage t'apporte dans la photo de sport? Est-ce qu'il y a comme ça des éléments que tu peux justement un peu faire jouer l'un avec l'autre, etc., pour au final devenir encore un meilleur photographe, mais que ce soit vraiment l'autre domaine qui t'apporte ça? C'est compliqué. La photo de sport, elle va nécessiter une très grosse réactivité à des choses qui se passent relativement vite. Donc, régler très vite son petit focus capteur de mise au point pour être au bon endroit. Et ça, ça m'a sans doute déjà servi. Tiens, il se passe quelque chose à un endroit, hop, très vite me déplacer, capter le moment. Donc je dirais la réactivité qui est nécessaire dans la photo de sport peut être utile à certains moments dans le mariage. Inversement, le mariage, ça pousse à trouver des moyens de trouver des chouettes clichés, quelles que soient les conditions de lumière. Et comme je le disais, dans la photo de sport en intérieur, on peut avoir des infrastructures de toutes sortes en sorte d'éclairage. Quand c'est du sport en extérieur, la lumière elle est changeante. Il y a un nuage qui passe, il y a un côté plus ombragé, etc. Je pense que là, par contre, j'ai appris à maîtriser d'autant plus certains paramètres. Je suis en mode manuel non-stop. Ça aurait pu être un autornote et certains vont dire non, non, ça va, priorité ouverture haute. C'est full manuel tout le temps. Donc je dirais, voilà, c'est les choses qui me viennent là à l'esprit. Moi, j'ai fait mon premier shooting pour des robes de mariée et je ne connaissais absolument pas le mode manuel. Ouais. C'est là que j'ai découvert le mode manuel, etc.
où le photographe qui était justement là, Pietro pour pas le citer, m'a dit mais quoi tu shootes pas en manuel, mais c'est pas normal. Et moi j'étais toujours en priorité vitesse, priorité ouverture, où l'air de rien maintenant je trouve que les modes semi-automatiques sont quand même Oui, relativement performants sur les boîtiers qu'on a, hein, bien sûr. c'est les R6, etc. Enfin, je veux dire, les modes semi-automatiques, franchement, c'est top. Et justement, donc tu dis, tu es photographe sportif, tu es photographe de mariage. Est-ce que tu arrives à gérer les deux en termes d'emploi du temps, en termes de gestion de tes journées, etc. Est-ce que c'est pas parfois un peu trop, ou est-ce que tu n'as pas des événements qui vont justement les uns dans les autres, etc. Ça va dépendre. Bah, les mariages, on a une saison des mariages quand même assez bien définie qui ne correspond pas totalement avec la saison de sport plus classique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des mois critiques. Le mois de mai, par exemple, c'est le lancement des mariages et c'est les fins de saison dans les sports. Et j'ai beaucoup de demandes pour des événements les week-ends en mai. Et donc, chaque année, le mois de mai, samedi, dimanche est complet et je dois refuser des événements parce que ça vient se chevaucher. Donc il y a ce mois-là qui est un petit peu plus critique, mais sinon ça se goupille assez bien. Euh, Quand les mariages sont terminés et que c'est un peu creux, ben voilà, il y a plus de place pour le sport. Je dirais que dans l'ensemble, ça fonctionne pas mal. Maintenant, il arrive qu'il y ait des moments, des événements de sport où je me dis, tiens, je tenterais bien la faire là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je trouve un moyen d'avoir une accréditation, quelqu'un qui serait à la recherche d'un photographe, et puis, ah ben zut, en fait, il y a des mariages tout l'été et ça n'ira pas. Là, par contre, pour le basket 3x3, c'est énormément l'été, et ça, c'est vrai que je me suis dit, avec toutes les photos de basket que je fais, il y a des chouettes événements 3x3, Red Bull qui fait des tournois à travers toute la Belgique, etc. Je me suis dit, tiens, je pense que potentiellement j'aurai ma place sur ces événements-là. C'est très photogénique en plus, hein, Ouais, le basket 3x3 comme ça. bah, c'est hyper dynamique, Ouais. c'est vraiment du non-stop. Il y a des situations à photographier constamment. Il n'y a pas de moment de calme, de répit. Mais ça, par exemple, ça se goupille pas trop avec le mariage. Mais voilà, on peut pas être partout à la fois. Donc, dans l'ensemble, ça match assez bien, quoi. Ils avaient pas fait les championnats d'Europe ou championnats du monde justement en Belgique, À Anvers. c'est Ouais. ça. Et Ouais. d'ici 2 ans, il y a encore une Coupe du Monde ou quelque chose comme ça qui va se faire. Parce que je me Donc, rappelle, j'avais découvert ça avec les Jeux Olympiques, ouais. justement, où c'était nouveau, hein, je crois. Ouais. Et enfin, c'était super. Déjà, juste à regarder, Ouais. c'est enfin, parce que comme tu dis, il se passe des choses, etc. Et dès que Red Bull aussi arrive sur quelque chose, il y a toujours le facteur un peu cool comme ça. Ils mettent toujours des trucs assez dingues et c'est toujours assez sympa. Tu parlais justement pour le mariage que le bouche à oreille, c'était hyper important. Ouais. Est-ce que c'est ton moyen principal d'acquisition de clients, le bouche à oreille? Euh, Bah, bouche à oreille ou simplement les gens sont là au mariage que tu photographies et te redemandent par après. Honnêtement, ça, je n'avais pas pensé une seule seconde que ça pouvait aller aussi vite. Je veux dire, entre l'année où j'ai fait le premier mariage en tant que second et 2 ans après, toutes les demandes qui sont arrivées, voilà, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Et c'est essentiellement du bouche à oreille parce que bah, si les gens sont satisfaits, ils vont en parler, ils vont montrer les photos. Et les gens vont se dire, tiens, toi, tu t'es marié, j'ai vu tes photos, c'était qui le photographe? Et ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Je retrouve des mariés que je revois après des mariages où ils sont invités. Et donc, je sais bien que c'est la porte d'entrée. C'est toujours la petite question que je pose quand il y a des gens qui débarquent un petit peu de nulle part. Tiens, pourquoi moi? Comment vous êtes arrivé euh, sur mes comptes photos et à me contacter? Et souvent, ils vont dire, ah, mais vous avez fait les photos de mariage d'un tel ou quoi que ce soit. Donc, c'est la première entrée. Il y en a 2 autres. J'ai quand même plusieurs demandes qui proviennent de mon site. Alors, j'ai pas fait un gros boulot de référencement, donc soit c'est des gens qui ont bien creusé, mais je pense quand même que on leur a quand même soufflé le nom d'une certaine façon et ils ont cherché à tomber sur mon site. Et puis après, ils ont rempli le formulaire de contact dedans. Un autre créneau qui peut être un peu grappillé, il y a une salle pour laquelle je suis parmi les prestataires conseillés. En tout cas, en photographe, je suis le seul. Et donc, c'est vrai que c'est une salle où je me retrouve assez régulièrement parce que tout le monde ne connaît pas un photographe. Il y a des gens qui décident de se marier sans spécialement avoir d'idée de photographe. Et si dans le fascicule avec toutes les infos qu'ils reçoivent, il y a un site, il y a un numéro et que quand ils le suivent, euh, ça leur plaît, ben, ça peut fonctionner aussi. Donc, ça pourrait être une idée à creuser. Je sais bien que pour les DJ, ça se fait énormément, d'avoir ces salles attitrées. Mais en photo, si on trouve la salle sympa avec le cadre qui fonctionne bien, ça peut être chouette. Même si
ce que j'aime bien, c'est voir des salles différentes constamment et avoir ce petit challenge, ce petit suspense, tiens, comment ça va être et découvrir les lieux. Et voilà. Ça, je comprends. C'est la saison qui arrive, j'ai 3 fois la même salle. Mhm. Et l'air de rien, bah, ça. Voilà. Alors, c'est bien parce qu'évidemment, on connaît, on sait Ouais. un peu comment ça va se passer, etc. Mais c'est moi, j'aime bien aussi bah, changer les endroits, voilà, que ce soit pas routinier au final. Et par rapport justement à ton site internet, Oui. donc le fait que tu aies la photo de sport et la photo de mariage, est-ce que tu as fait 2 sites différents, un dédié à la photo de sport, ou est-ce que tu as fait des pages différentes? Oui. C'était un petit peu la question. Au préalable, j'avais un site qui était purement portfolio. Hop, des onglets, des images, point. Ici, j'ai refait mon site dernièrement où je voulais que les gens apprennent à me connaître un petit peu plus et puissent comprendre ma philosophie. En gros, ce que j'allais dire pendant 15 minutes au premier rendez-vous visio et que je répétais semaine après semaine, je me suis dit, bah, je vais l'écrire une bonne fois pour toutes. Quand les gens me contactent, je dis, bah, prenez le temps d'aller voir sur mon site, prenez connaissance un petit peu des différentes informations. Et après, voilà, j'avais toute ma structure mariage. C'est ce que je voulais mettre le plus en avant. Ça reste ce que je fais le plus. Et je me suis dit, tiens, le sport, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le mets? Est-ce que je ne le mets pas? Et alors, il n'est pas du tout mis en évidence, mais je me suis dit, tiens, si je démarche des gens, si on me pose des questions, tiens, est-ce qu'on peut voir vos photos de sport? Il faut quand même qu'elles apparaissent quelque part. Donc, j'ai fait un petit onglet autre qui est assez discret, mais voilà, si on prend le temps de voir le site dans son ensemble, on va y arriver. Mais quand on est sur la page d'accueil, il n'y a rien qui renvoie vers ces photos-là. Et donc, dans l'onglet autre, j'ai sport et concert. Et au moins, si je prends un contact un peu spontané avec quelqu'un, je sais juste donner un lien, aller voir ça. Là, dernièrement, j'ai pris un contact avec un tournoi de basket international où il n'y avait absolument rien en photo. Et je me suis dit, bah, tiens, eux, je peux quand même leur envoyer un petit mail. Et au moins, j'ai un lien à leur donner et ça fonctionne. Dernièrement, j'ai voulu photographier un concert d'un artiste que j'apprécie beaucoup. J'ai contacté le manager, même chose, j'avais un lien à lui donner. Mais dissocier les sites, ça me paraissait pas nécessaire parce que j'allais pas les alimenter suffisamment. Et donc, en effet, payer un nom de domaine, un site pour ne pas y toucher, ça n'avait pas de sens selon moi, mais c'est assez discret. Sur Instagram, j'ai dissocié les deux parce que je me suis dit que la photo de sport n'intéresse pas grand monde. Et si les gens me suivent parce qu'ils aiment bien ce que je fais en photo de mariage, je voulais pas pendant toute la saison venir avec des stories de sport et qui se disent pour ce compte-là, en fait, je vais le retirer. Donc là, j'ai dissocié les deux. Donc même si je suis pas proactif dessus, là, je trouve que c'est quand même totalement opposé, même si on y trouve des points communs d'un point de vue technique, dans l'intérêt des gens. Ceux qui me suivent en se disant il fait des choses photos de mariage, le jour où je me marie, peut-être que ce serait intéressant, voir des photos De de mecs qui basket, transpirent. voilà. Ça, C'est pas la même audience, hein. non, On s'adresse pas au final aux mêmes personnes, hein. Donc du du tout. coup, ça c'était justement l'épisode du podcast avec Charlotte. Je lui avais posé la question parce que voilà, moi je suis en plein justement de réflexion par rapport à ça, etc. Et donc elle disait différentes audiences, différents comptes. Ouais. Voilà, ça c'était vraiment. Maintenant elle disait il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, il y a des gens. Enfin voilà, moi j'ai tout le côté éducation photo avec la chaîne YouTube, etc. C'était, est-ce que je fais un autre compte? Dans un sens, ça pouvait renforcer aussi quelque part Oui. une expertise d'un côté. Mais bon, ça reste, on s'adresse pas aux mêmes personnes, Ouais. etc. Donc, du coup, j'ai préféré faire des comptes, mais c'est très difficile après de recommencer la reconstruction, Ouais. etc. Je trouve que c'est hyper chronophage. Déjà les réseaux sociaux à la base, mais en plus avec plusieurs comptes, etc. Mais bon, c'est ce qu'il faut aussi. Eh bien, écoute, je te propose qu'on termine avec les recommandations. Oui. Donc, est-ce que tu as justement un livre que tu peux recommander aux auditeurs? Alors moi, je suis plutôt, pour l'aspect photographique, plutôt tourné magazine. Alors, pas les magazines photo comme on en voit plein où c'est de la publicité pour toutes sortes de produits, mais il y a des petits numéros spéciaux qui sortent à certains moments. Donc, s'il y a un intérêt pour la photo de sport, je trouve que les magazines spécialisés cyclisme, Tour de France, dont je parlais tantôt, euh, là, on voit de la photo, mais pas de la pure photo de presse. Et donc, l'équipe fait un numéro spécial après le Tour de France. Alors, il faut aller jusqu'en France pour pouvoir se le procurer. En tout cas, j'ai pas trop trouvé le moyen de l'obtenir différemment. Mais bon, ça tombe bien, c'est la période de vacances. Si on est de passage sur la route, il y a moyen de le prendre. Donc, je pense que pour développer son œil, ses connaissances, ses influences photographiques, il y a énormément de choses à creuser parmi les magazines. Mais donc, j'ai pas une référence vraiment à donner, mais parfois ne pas se cantonner rien qu'à Instagram pour se donner des idées de photos. C'est vrai. Mm. Moi, j'ai commandé, bon, je suis
grand fan de cinéma, etc., j'ai pris une claque monumentale en allant voir Dune 2. Oui. Voilà. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Il faut. Cette affaire, oui, je sais bien. Mais j'ai pas vu le 1, donc il faut Ok, que je ouais, récupère. Mais je sais pas si j'aurais le même vécu devant mon écran télé que C'est en salle de cinéma. c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Et justement, j'ai commandé le livre avec la photographie de Dune, etc., etc. Et le boulot de photographe de plateau, c'est aussi un Oui. truc moi, qui me fascine. Voilà, une nouvelle fois, je Ouais. ne sais pas comment on rentre là-dedans, mais bon, chouette bref, podcast c'est là-dessus. encore. Ouais. Ouais. Ah. C'est dans l'œil du photographe et il y avait un épisode avec un photographe de plateau de film. Avec le petit Eh nom ben. mentionné dans le générique, c'est à creuser. Eh ben ouais, bien, bon à savoir, merci. Un film ou une série? Je vais plus être sur les séries personnellement. Alors, je suis pas un grand consommateur télévision, film, etc. J'ai plein de grandes références cinématographiques que je ne maîtrise absolument pas. De nouveau, je vais rattacher ça au sport. J'aime bien savoir ce qui se cache derrière. Et donc, je trouve qu'on est par chance dans une époque où il y a énormément de reportages sportifs. Et j'adore découvrir tous ces aspects-là. Donc pour ceux qui aiment le sport, il y a à creuser. J'ai beaucoup aimé Last Chance You. C'est sur Netflix et ils suivent des jeunes athlètes basket ou football américain. Et donc franchement, s'il y a un attrait pour le sport, c'est un monde complètement différent et je trouve ça sympa à découvrir. T'as regardé justement la série que Netflix avait fait sur le Tour de France? Oui. Et t'as pensé quoi? Ouais, j'ai bien aimé parce que c'est du contenu cyclisme. Après, je vois qu'on essaye de un peu dans la mouvance de la presse et des médias, hein, de faire du buzz et c'est des fois des images qui sont un peu sorties de leur contexte et ils ont des caméras partout et ils savent comment mettre le doigt sur quelque chose pour créer, Et on créer un rajoute petit peu du la musique fantastique. qui va bien, Oui, etc. c'est ça. Et j'ai même lu certaines choses que dans leurs documentaires, ils avaient parfois cherché des images et je l'avais repéré à un moment donné qui ne font même pas partie de la course, qui sont en train de documenter, mais pour venir un peu en retaper une couche et faire du sensationnel avec une chute, mais qui n'a même pas eu lieu là, ou ce genre de choses. Donc, oui, il y a du bon, parce que de nouveau, c'est un milieu. Nous, derrière notre télé, en voyant la course, on ne s'est pas imaginé tout ça, donc je trouve ça sympa de le découvrir, de voir la vie de l'intérieur. Mais je pense qu'il faut garder un petit esprit critique, pas croire tout ce qu'on voit. Et tant qu'on parle de série, je fais un petit parallèle. Je n'ai vu qu'un épisode pour le moment, mais National Geographic a lancé une série documentaire où ils suivent certains de leurs photographes. Ça passe sur la chaîne, et puis il y a certains organismes qui ont racheté les droits. Mais j'ai regardé le premier épisode tout dernièrement, et je trouve ça sympa parce que c'est une autre manière de penser la photographie. Là, c'est un couple qui est en mer toute l'année, et voilà, on les paye pour des projets photos, mais on voit ce qui se cache derrière, vraiment toute la réflexion. Donc voilà, s'il y a un attrait pour la photo nature, c'est pas mal. Et la série, c'est Photographers, donc c'est pas Sur National Geographic, t'es quand même dans une qualité ouais, là, quand même qui est assez sympa. Quand même. Une recommandation musicale, donc si t'as un artiste, une chanson, un truc, voilà. Je parlais de Ryan Leslie, pas si connu que ça. On va retrouver des points communs avec ce que je dis, hein. J'aime bien savoir ce qui se cache derrière. Voilà, c'est un musicien hors pair et donc à ses débuts, il y avait énormément de vidéos où il montrait toute la conception, tout ce qui se cachait derrière la mise en place de sa musique, du côté instrumental. On va dire un peu comme Stromae l'a fait par après, où on voyait les épisodes où il compose sa musique. Et voilà, je suis vraiment un fan depuis toujours et c'est le dernier concert que j'ai photographié. Il est venu à Bruxelles. Je me suis dit, allez, je tente ma chance, j'envoie un petit mail au manager et ça s'est fait. Donc j'ai apprécié le moment front stage. C'était un concert que je voulais voir et le voir en faisant les photos. Et c'était dans quelle salle à Bruxelles? À la Madeleine. Ok, sympa aussi. Ouais, sympa. Si tu avais un lieu à visiter? Un lieu à visiter, je vais conseiller le Valais en Suisse de façon plus générale. C'est des vacances que j'ai vécues dernièrement. Je trouve que c'est complètement dépaysant. C'est un plaisir. Je pense que les photographes peuvent grandement y trouver leur compte. Voyager léger parce qu'il faut réussir à grimper tout ça. Donc ça, c'est un petit peu un autre débat, mais en termes de matériel photo, de trouver qu'est-ce qui est adapté à quel besoin. Mais ouais, je pense que pour avoir des vacances dépaysantes, loin des foules, c'est une bonne destination. Et enfin, est-ce que tu as un dernier conseil?
J'en ai donné Ah, tu as donné plein, hein. Je pense que dans tout l'épisode, là, il y a quand même de quoi faire. Je réfléchis comme ça, est-ce qu'il y en a un qui me vient à l'esprit? Ça va pas être un conseil qui vient de moi, mais je peux quand même donner le meilleur conseil qui m'a été donné. Alors, je pense que c'est rien d'extraordinaire, qu'il y en a plein qui le diront. Au tout début, quand je me suis intéressé à la photographie de mariage, j'ai suivi un workshop et le photographe en question disait que utiliser des focales fixes était pour lui la meilleure chose à faire quand on est en train d'essayer de se découvrir, parce qu'il disait que le zoom, on va avoir tendance à rester sur place, zoomer, dézoomer, on n'a pas besoin de se déplacer des masses. Pardon. La focale fixe va te forcer à chercher des angles, et c'est toi qui dois bouger, qui va développer ton œil, qui va penser ta composition comme tu le veux. Voilà, c'est un conseil que j'ai suivi et qui m'a pas mal servi. Je pense qu'on l'entend quand même assez souvent, ça ne doit pas être hyper novateur, mais voilà, s'il y a des photographes plutôt débutants qui écoutent et qui se disent tiens, qu'est-ce que je vais acheter, la focale fixe c'est vraiment pas mal pour faire ses débuts, et il y a souvent des petits objectifs 50 mm ou autres qu'il y a moyen de trouver à des prix assez bas, et on va vraiment rentrer dans une démarche où on peaufine son style, son approche, sa manière de composer, et voilà, moi je trouve que ça m'a vraiment bien servi, donc je répète la parole du sage que j'ai entendue. En plus, généralement, les focales fixes sont plus lumineuses. Aussi. Donc ça, c'est un truc qui est quand même sympa. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur Instagram, via 2 comptes. Ce sera plus facile qu'ils soient écrits quelque part, parce que j'ai Zaracas. Je le mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode. Alors, comme je l'ai dit, on peut me retrouver là. Pas très souvent, mais si, ou alors il faut être réactif. Mais j'ai tendance à balancer un petit peu en story dès qu'il y a un petit quelque chose, mais à pas prendre le temps de faire un post hyper carré. Donc là, il y a 2 comptes. Voilà, si on veut voir un petit peu de photos de mariage, un petit tour sur mon site. Mais ça s'en tient à ça. Je pense qu'il y a un petit boulot de com que je pourrais faire un petit peu plus. Ouais, ça dépend un peu de chacun, de l'audience qu'on vise, du temps qu'on a. Tu disais que c'était chronophage, je confirme. Eh ben, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de l'épisode ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça. J'espère que tu auras trouvé de la valeur à cet épisode du podcast. Si jamais, n'hésite pas à liker, commenter, partager et tout ce qui va avec. Tu peux retrouver le podcast sur toutes les plateformes principales de diffusion. Et si tu es intéressé, on se retrouve justement sur une de ces autres vidéos ici. À la prochaine. Salut!